Calisthenics, street workout, pour moi c'est la même chose. Ça englobe vraiment toute la discipline. Pour moi, ça se divise en deux catégories. Donc c'est le freestyle et le set and rep. Dans le freestyle, ça va être ce qu'on va appeler freestyle, c'est agilité plus force. Donc sur un run, si tu combines pas les deux, c'est pas du freestyle. C'est soit de l'agilité, soit de la force. Après, dans la force, du coup, bah, t'as plein de branches. T'as les mouvements statiques, les mouvements dynamiques. Tu peux te spécialiser dans ce que tu veux. Tu fais exactement ce que tu veux, etc. Et l'agilité, c'est de la précision, de la vitesse, du balancier, de la rapidité, etc., etc. C'est des qualités qu'on peut ou pas retrouver dans la force ou dans le set and rep, mais c'est bien spécifique à cette catégorie-là. Et il y a un peu une troisième branche, on pourrait dire, mais ça dépend vraiment des gens. Et dans le street workout, c'est pas encore vachement développé. Beaucoup plus du côté circadien ou chez les équilibristes, forcément, c'est les équilibres. C'est un peu une branche à part, mais ça rentre complètement dans le freestyle. Pour moi, il y a trois branches, hein, mais cette branche-là, elle est pas, à mon sens, elle est peu développée encore. Hein. Et le set and rep. Le set and rep, du coup, bah, musculation, poids de corps. Voilà, pour moi, c'est ça, street workout. Street workout, si on traduit en français, ça veut dire entraînement de rue. Mais non, la réalité de la discipline, ça correspond pas à ça et ça peut pas être défini que par rapport à ça. On peut la définir par rapport aux éléments de la discipline, mais pas par rapport au fait que ça se pratique dans la rue. Ce sport, quand j'ai commencé, c'était encore moins connu que maintenant. Le meilleur niveau d'avant, sauf quelques rares exceptions qui se comptent sur le bout des doigts, était le niveau qu'ont la majorité des débutants au bout d'un an maintenant. C'était surtout un sport qui se pratiquait seul, sans aucun objectif compétitif. À l'inverse de maintenant où les gens ont de plus en plus tendance à s'associer par équipe, à essayer de développer ce sport en faisant des événements, des compétitions, des rassemblements. Alors à l'époque, toutes les compétitions en France étaient remportées par Eric Ortiz et certains athlètes russes comme Anton Abazov ou Dimitri Kuznetsov étaient les références pour l'époque. C'est un sport très jeune du coup. Au début, ça s'apparentait plus à une mauvaise copie, un mélange d'autres disciplines comme le parcours, la gymnastique et le cirque. Mais au fur et à mesure du temps, vu que les athlètes repoussent de plus en plus leurs limites et les limites de la discipline en général, il y a des vraies performances qui sont créées et qui sont vraiment propres au street workout. Et du coup, ça entraîne que le sport se développe. Par exemple, on voit de plus en plus de compétitions
qui elles-mêmes sont de plus en plus organisées, démocratisées, avec beaucoup plus de moyens. Actuellement, le street workout, c'est clairement un sport d'homme. N'empêche, on est de plus en plus nombreuses, ce qui est déjà pas mal. Et je pense que ça va continuer comme ça. Il commence à y avoir des compétitions féminines, alors qu'il y a 2 ans en arrière, il n'y en avait pratiquement pas. Donc ça commence à changer, à évoluer. Mais bon, le problème, c'est qu'actuellement, il y a une très grosse différence de level entre les filles en France. Ce qui fait que pour les compétitions, beaucoup de filles n'osent pas faire les compétitions. Et ce qui fait que généralement les compétitions féminines sont annulées car il va y avoir au maximum 3-4 personnes qui vont participer. Alors je vois que la discipline elle devient vraiment mondiale et je vois de plus en plus d'athlètes de tous les pays alors qu'au début c'était essentiellement en Europe. Je pense qu'à l'avenir il y a beaucoup de choses qu'on pense impossibles ou exceptionnelles qui seront généralisées. Là, dans la tête des gens, ça va de plus en plus faire son chemin, surtout en France. Il faut quand même que ça avance, ça. Et qu'on sorte des clichés. Mais moi, je vois bien une bonne structure et tout, avec des compètes, quelque chose qui soit de plus en plus cadré. Parce que pour l'instant, bon, même s'il y a des compètes, que c'est encore le freestyle et c'est un peu le bazar. Je devais vous conter l'origine du calisthenics. Je commencerai par vous dire que ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé le terme compter. En effet, ce que je m'apprête à vous raconter sont des choses qui m'ont été transmises oralement uniquement par différentes personnes de cette discipline au cours des 6 dernières années où j'ai pu la pratiquer dans des compétitions internationales. Aucune ne m'a été affichée comme étant véritable. Pour autant, que ce soit sur des sites comme Wikipédia ou d'autres sites de regroupement de pratiquants de cette discipline, plusieurs d'entre elles ont été corroborées. Je m'en vais vous conter les 3 principales. La première, qui remonte au plus longtemps que je puisse connaître, c'est l'origine en Grèce antique. À l'époque, le calisthenics, qui était bien différent de celui qu'on pratique aujourd'hui, était l'entraînement de l'armée grecque. C'était un entraînement qui se voulait majoritairement au poids de corps, puisque l'on pensait que c'était la meilleure manière de développer son corps aux obstacles qu'il allait devoir affronter lors des guerres. Cet aspect de l'entraînement militaire a disparu, il me semble, notamment avec les Romains. Alors attention, ce que je dis est à prendre avec des pincettes, d'accord ? Puisque tout ce que je raconte là n'est pas vérifiable. Pour moi, il me faudrait contacter des historiens et je suis actuellement dans l'incapacité de pouvoir le faire. Mais donc, à l'apparition de la fonte, notamment par les Romains, ce type d'entraînement était considéré comme peu avantageux, comme même plus comme de l'amusement, comme du cirque. La deuxième origine que je connaisse, c'est lors de la période de la guerre froide en Russie, où pour occuper les peuples les plus pauvres qui menaçaient de peut-être faire des rébellions ou de s'opposer au régime qui était en place, ont installé toutes ces structures que l'on peut voir aujourd'hui et que l'on appelle aujourd'hui des structures de calisthenics ou de street workout, mais qui à l'époque ne servaient qu'à faire un petit entraînement, à pouvoir occuper voilà, les blocs. C'est dans cette période-là qu'est né ce que l'on appelle le gym bar. Le gym bar, c'est une approche beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus gymnique, mais qui avait pour défaut d'être très dangereuse en fait, puisque bien évidemment, si on fait ce qu'on fait en salle de gymnastique, en extérieur au-dessus du béton, on se blesse très vite. D'autant que la plupart des gens qui pratiquaient cette discipline n'avaient pas la préparation physique pour encaisser ce type de mouvement.
Et progressivement, de blessure en blessure, le gym bar a été légèrement délaissé pour une approche un peu plus modérée et un peu plus encadrée, qui s'est révélée être le calisthenics. Voilà. La troisième et dernière origine que je connaisse est plus récente. C'était lors des années 2000 en Amérique, ou sur des parcs installés, encore une fois sûrement pour le loisir ou ce genre de choses. Donc sur des parcs d'entraînement installés à Venice Beach, Miami Beach et ce genre d'endroits, des circassiens sont venus s'entraîner et faire du coup des démonstrations un peu plus impressionnantes que ce que l'on pouvait voir d'habitude. Et cela aurait entraîné un engouement et créé du coup une nouvelle discipline, le calisthenics, le street workout. Ce coup-ci, c'est vraiment la version la plus proche de celle que l'on connaît aujourd'hui. Honnêtement, mon avis personnel est que je pense que les trois histoires sont vraies, et peut-être même que d'autres le sont tout autant. Reste à savoir à quel point de l'histoire nous parlons réellement de calisthenics comme nous le mentionnons aujourd'hui, et non pas comme je viens de vous le conter, c'est-à-dire des pratiques annexes. Pour l'Amérique, c'était du coup de la pratique circassienne, pour la Russie, c'était du gym bar, et pour la période antique, c'était de l'entraînement militaire. Mais ce point de rupture, je pense que nous ne le connaîtrons jamais, comme on ne le connaît que peu dans des disciplines comme le break ou toute discipline mélangeant beaucoup de gens et du coup ayant créé une émulsion très populaire. Voilà. Je m'entraîne entre 5 et 7 fois par semaine, environ entre 2 et 3 heures. Je change très régulièrement de façon de m'entraîner parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens de progresser. Parce que ton corps a toujours besoin de s'adapter aux nouvelles contraintes que tu lui fais subir. Mais sinon, de manière générale, mes entraînements, c'est toujours axé sur les figures de force, où je fais des combos avec beaucoup de temps de repos. Et en général, je finis mes entraînements avec des exercices plus spécifiques de renforcement. En gros, j'ai j'ai deux types de training. J'ai un training press, un training combo. J'ai deux types de training press. Soit je fais haul plus press, je fais plein de séries de ça. Soit je fais handstand ou planche et je hold et je fais plein de séries de ça. Je prends 2 minutes de repos à chaque fois entre chaque truc. Donc je fais un certain nombre de séries de ça. Et après, je fais des séries de press basiques en max. Et dans mes training combos, du coup, je prends c'est des combos, donc je fais comme je veux, et c'est travailler plus sur l'endurance, et puis à chaque fois je vais jusqu'à l'échec du combo. Je prends alors sur les premiers combos, on va dire 4 à 5 minutes de temps de repos, et après ça descend à 3, 2 minutes, ça sert à rien de prendre plus. Donc que ce soit sur les training press ou combo, je fais ça pendant entre 45 minutes et 1h15. Et après, c'est la deuxième partie de mon entraînement où je travaille au sol et du coup là je fais des équilibres et puis un peu ce que je veux, je me fais kiffer. Alors du coup, combien de fois par semaine? Donc c'est à la base, enfin basiquement c'est 6 fois par semaine. Je prends un jour de repos qui est pas vraiment un jour de repos, ça dépend si vraiment j'en ai besoin ou pas, je fais rien, mais sinon je fais des trucs légers. En fait, je préfère m'entraîner tout le temps et pas m'imposer un jour de repos dans la semaine parce que pour moi c'est pas pour moi c'est pas la meilleure manière d'optimiser ça parce que il suffit genre tu t'imposes un jour de repos dans ta semaine et si ça se trouve tu peux louper un super entraînement parce que t'as mal géré ton énergie, ceci, cela, et du coup bah tu prends du repos alors que bah ça aurait pu être un super training. S'imposer un jour de repos dans la semaine, faut vraiment super bien gérer son énergie et pour moi il y a quand même une part de chance là-dedans et qu'on maîtrise pas totalement. Du coup pour ça que je préfère être dans l'optique où je m'impose pas un jour de repos, mais j'en prends un quand je sens que j'en ai besoin. Donc quand vraiment je sens que j'en ai besoin, je prends un jour, je fais rien et comme ça du coup je suis sûr de pas louper des jours où ça serait des super trainings. Si t'as pas cette flamme en toi qui t'anime, qui fait ce pourquoi tu fais ce sport, cet amour-là que tu as quand tu fais cette pratique, tu vas pas pouvoir le faire longtemps. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est la discipline et la motivation. La motivation, elle peut s'apparenter au plaisir,
que tu as à faire certaines choses, tu es motivé à y aller, à te bouger. Et la discipline, c'est ce qui va faire que quand t'as pas la motivation, tu vas quand même aller t'entraîner. Et si tu as que de la discipline, mais plus du tout de motivation, de plaisir, si t'as plus du tout cette flamme-là qui t'anime en toi, tu vas pas pouvoir continuer longtemps. T'as beau être l'homme le plus discipliné de la Terre, au bout d'un moment, nous sommes des êtres faits d'émotions. Je pense qu'on vit à travers nos émotions, le corps émotionnel est très important. Et c'est à travers vraiment ce plaisir-là qu'on pratique ce sport. Si t'as plus ça, voilà, t'as beau être le plus discipliné du monde, t'arrêteras forcément tôt ou tard. Mais si tu sais que t'as cette flamme en toi, garde vraiment ta discipline et continue à y aller, parce que c'est ça qui te permettra d'avancer et de pallier justement à ces moments de stagnation, de faiblesse, de séduire, de ceci, de cela. C'est en bougeant le cul et en galant, sans raison, mais juste parce que t'es discipliné, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Ça va vraiment te rendre service et quand cette flamme-là regrandira, tu te diras putain, heureusement que j'y suis allé. Et ouais, voilà.